Toujours dans notre thème autour du pilotage de projets système d'information, il va également falloir qu'on s'attache à piloter les coûts, piloter l'enveloppe budgétaire dédiée à notre projet. Alors c'est toujours quelque chose d'un peu délicat, on le fait majoritairement un peu grosse maille, mais on va aussi devoir piloter les coûts à travers l'avancement de notre projet. Alors on va déjà démarrer par la notion de budget. Là, vous êtes tous dans le monde de la finance, donc je ne vous apprends rien. C'est la définition des ressources financières qui vont être allouées au projet en fonction des coûts estimés, donc des dépenses qui sont prévisionnelles. Donc ça va être les achats, tout ce qui va être aussi le gros poste, le coût autour des ressources humaines, les contrats de sous-traitance éventuels, les provisions pour risques et pour aléas. Voilà, donc là on est dans une réelle gestion budgétaire. Les estimations de notre budget sont de plus en plus précises au fur et à mesure aussi où on travaille sur l'estimation des charges liées à notre découpage. Donc rappelez-vous, hein, on a vu ça, en séance précédente. On a notre projet qu'on va découper en phases, qu'on va découper en activités, qu'on va découper en tâches. Donc on a des besoins d'estimation budgétaire dès le départ pour notre étude de faisabilité et d'opportunité. Et puis plus on va ensuite analyser et organiser notre projet, et plus on va avoir une estimation précise de la charge et des actions qui vont être dédiées à notre projet. Et donc si on remonte ensuite, une fois qu'on a notre découpage précis, ça nous permet aussi d'affiner notre projet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut aussi ventiler les budgets, puisque dans le temps, le coût de notre projet sera relativement différent d'une phase à l'autre. Donc on peut aussi travailler sur cette budgétisation-là. Lorsqu'on démarre notre projet, on définit notre enveloppe budgétaire. C'est aussi pour la question de déterminer la rentabilité de notre projet, pour travailler sur cette notion d'opportunité et de faisabilité. Donc le plus grand indicateur classique, c'est le ROI, donc le retour sur investissement, qui est le ratio bénéfice, attention au sens large de l'investissement par rapport au coût de l'investissement. Pourquoi je dis bénéfice au sens large? Puisque souvent, les bénéfices qu'on va aussi retirer d'un projet en système d'information ne sont pas toujours tangibles en termes financiers. Donc si on fait juste un ratio et un rapport financier de notre retour sur investissement, il risque d'être un petit peu réducteur et de ne pas forcément montrer toute la valeur qu'on va pouvoir obtenir de la part de ce projet. Et la rentabilité, c'est aussi ce rapport entre le revenu, cette fois-ci au sens financier, obtenu ou prévu, et les ressources qu'on a mis en place pour l'obtenir. Donc les questions qui sont toujours très difficiles à répondre sur ces questions-là en projet, en système d'info, c'est déjà, est-ce que cette rentabilité est possible, oui ou non, ce qui nous donne un go-no-go quand même pour notre projet, mais surtout en combien de temps. Combien de temps est-ce qu'il va falloir pour qu'on obtienne cette rentabilité ou pour qu'on obtienne ce retour sur investissement, et comment est-ce qu'on l'évalue sans forcément se focaliser uniquement sur une rentabilité financière. Dans le pilotage des coûts, on va travailler aussi sur ce qu'on appelle la méthode de la valeur acquise. Alors en fonction des sources, vous l'avez peut-être vu sous d'autres terminologies. Donc à vous peut-être de faire le rapport, mais la méthodologie reste la même. Elle est pas toujours très accessible en termes de compréhension, puisque son objectif c'est de piloter en termes de coûts l'avancement de ce qui se fait en termes de travail. Alors vous qui avez cette appétence pour la comptabilité, ça vous paraît déjà souvent un peu plus logique. Pour les informaticiens, c'est assez compliqué. L'idée, c'est de mesurer les performances du projet à une date T et d'effectuer ensuite des prévisions par rapport à ce qui est en train de se passer. On va travailler donc sur 3 indicateurs qu'on va cumuler dans le temps. La première, c'est la valeur planifiée, donc VP, que dans d'autres sources on trouve aussi sur le CBTP, le coût budgété du travail qu'on a prévu. Donc c'est en fait le coût du travail qu'on a planifié qui est basé sur l'estimation des charges et le coût prévu des ressources. En gros, c'est ce qu'on a planifié de faire jusqu'à un instant T.
Et vu qu'on a un budget qui est estimé et ventilé dans le temps, ce travail qu'on a planifié, on l'a planifié avec un certain budget, donc on connaît un petit peu la valeur financière de ce travail et on peut traduire ce travail en termes financiers. Et on a un indicateur spécifique qu'on appelle le BAA, le budget à l'achèvement. C'est tout simplement la valeur planifiée en fin de projet. Donc notre budget global, imaginez que vous avez un projet à 100 000 euros, c'est votre budget à l'achèvement. À la fin du projet, vous êtes censé avoir dépensé 100 000 euros. Et donc la valeur du projet, la valeur planifiée du travail que vous êtes censé obtenir à la fin de ce projet, c'est 100 000 euros. Donc on part sur ces postulats-là. Ensuite, ça c'est le planifié, on va avoir le réel, donc le coût réel, ou CRTE, coût réel du travail effectué, en fonction des sources. Donc c'est les dépenses qui vont provenir du temps consommé. Donc c'est en gros le cumul de ce qu'on a effectivement dépensé, pas ce qu'on avait prévu de dépenser, mais ce qu'on a effectivement dépensé jusqu'à une date T en cumulatif. Ces deux-là, c'est relativement accessible. Là où c'est des fois plus compliqué, c'est sur la valeur acquise. La valeur acquise, ou le coût budgété du travail effectué, c'est l'indicateur qui est basé sur l'avancement réel du projet, qui représente pas ce qu'on a dépensé, mais ce qu'on aurait dû dépenser pour obtenir le travail qu'on a réalisé à une date. Voilà, ce qu'on aurait dû dépenser pour arriver à ce travail-là qu'on a obtenu aujourd'hui. Donc si vous avez, par exemple, avancé de 25% un projet qui vous coûte 100 000 euros, vous avez normalement une valeur acquise de 25 000 euros. Okay ? Donc on a ces trois indicateurs. Si tout se passe comme prévu, comme on l'avait planifié, que tout va bien, à un instant T, ce qu'on avait planifié, c'est censé être ce qu'on a réellement dépensé, et c'est ce qu'on est censé avoir avancé et acquis comme travail. Donc VP égale CR égale VA. Bien entendu, vous vous en doutez, rien ne se passe jamais comme prévu, et donc on a des écarts entre tous ces indicateurs. Donc on a déjà les indicateurs de coût, c'est la valeur acquise moins le coût réel. Donc s'il est négatif, ça veut dire qu'on dépense plus que prévu. S'il est positif, ça veut dire que par contre on sous-consomme, c'est-à-dire qu'on a dépensé plus que... pardon, pour le positif, on sous-consomme, c'est-à-dire que ce qu'on a acquis a une valeur supérieure à ce qu'on a dépensé. Par contre, si elle est nulle, c'est qu'on est dans les clous, c'est-à-dire que ce qu'on dépense, c'est ce qu'on obtient. On a aussi les écarts de délai. C'est un peu particulier parce qu'en faisant des différences en termes de coût, on va pouvoir savoir si on est en avance ou pas sur le retard. C'est en fait simplement la valeur acquise par rapport à la valeur planifiée. Si on a acquis à un instant T moins que ce qu'on aurait dû, eh ben on est en retard. C'est très simple à comprendre, mais on va pouvoir le mesurer en termes financiers. On a ensuite deux indicateurs de performance. L'indicateur de performance des coûts, donc au lieu de faire la différence, les écarts, là on va faire un ratio, la valeur acquise moins le coût réel, et de délai, la valeur acquise divisée par la valeur planifiée. Donc si on donne un petit peu un exemple, avec une droite, donc une valeur planifiée un peu linéaire, normalement avec des outils on peut arriver à faire des choses un peu plus nuancées que ça. On a donc une valeur planifiée, le budget à l'achèvement est de 150 000 euros, et puis on va faire une analyse de notre projet au jour 10, ici. Donc au jour 10, on aurait dû dépenser 80 000 euros, et on aurait dû donc acquérir une valeur de 80 000 euros. Normalement, c'est ça qu'on aurait dû avoir. Donc la valeur planifiée, la valeur qu'on avait planifié d'acquérir aujourd'hui, c'était de 80 €. C'est pas le cas. On se rend compte qu'on a dépensé 95 000 euros et qu'on a, en termes d'avancement dans notre travail, une valeur acquise de 70 €. Alors, je rappelle, la valeur acquise, c'est donc à un instant T quelle est la valeur de ce qu'on a produit. Donc on peut s'en rendre compte par différentes techniques, mais c'est souvent des estimations, plus ou moins basées sur des formules mathématiques, mais en tout cas ici on nous dit 70 KE. Ça veut dire qu'au jour 10, on a un écart de délai de 10 KE. Alors ça peut paraître bizarre de dire ça, mais simplement on est en retard, puisque au jour 10,
on aurait dû obtenir une valeur de 80, on n'en a une valeur que de 70. Donc il nous en manque 10 aujourd'hui pour être dans les temps. Et on a également un écart de coût de 25 000 euros, la différence entre la valeur acquise et le coût réel, puisque pour obtenir cette valeur de 70K euros, on a dépensé 95K euros. On aurait très bien pu, pour cette valeur acquise de 70, dépenser aussi 70. Et là, pour le coup, même si on est en retard, on n'est pas en surconsommation et en dérive aussi budgétaire. On aurait été juste en dérive de temps. Mais là, ce n'est pas le cas. On dérive à la fois sur les coûts et à la fois sur les délais. Une fois qu'on a ça, on va essayer de travailler sur la suite et faire de nouvelles prévisions à l'achèvement. Si je reviens sur ma courbe ici, on voit bien que si je continue de tracer mes coûts réels, il y a peu de chances que j'arrive à mon budget initial qui était de 150. Donc la question c'est, ok, voilà ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? Moi, en tant que chef de projet, est-ce qu'il faut que je fasse de nouvelles prévisions, de nouvelles estimations? On a 3 grandes possibilités en termes de prévision. Prévision à l'achèvement. Donc, on va estimer le coût total du projet compte tenu des performances jusqu'à ce jour et on a 3 scénarios de calcul. On estime que les écarts sont accidentels et on n'en tient pas compte pour le futur. Donc, notre nouveau budget à l'achèvement, donc notre prévision à l'achèvement, c'est le coût réel de ce qu'on a consommé à ce jour, parce que ça, on ne peut pas se l'enlever, plus ce qu'il nous reste à faire. Donc, c'est le CR plus notre budget initial moins la valeur déjà acquise. Donc, parce qu'on est d'accord que ce qui nous reste à faire, c'est le BAA moins la valeur acquise. Donc, en gros, on va avoir une droite qui va peut-être dépasser un peu le budget à l'achèvement, mais on va reprendre en se disant que la dérive qu'on avait jusque-là était accidentelle. On va reprendre normalement, mais en tout cas, cet écart de coût-là, on va forcément le répercuter au final en fin de projet. La deuxième façon de faire, c'est qu'on estime que les écarts sont représentatifs du futur et on fait à ce moment-là une projection. Alors, la formule, elle n'est pas très compliquée. L'idée, c'est, je ne sais pas si vous vous rappelez en mathématiques, mais l'idée, c'est de se dire, on va garder le coefficient directeur de notre droite des coûts pour pouvoir faire une projection sur la suite. Donc, en gros, on va estimer, là on a déjà dépensé ça jusque-là, et bien notre nouvelle prévision, c'est simplement dans la continuité, on réajuste avec le coefficient directeur de notre performance de coût jusque-là, et ben ce qui devait se passer sur la suite. Donc on va avoir un écart qui est plus important que dans la première formule. Et puis on estime que peut-être les conditions ont changé et à ce moment-là on repart de zéro, on fait une nouvelle estimation, donc on récupère le coût réel consommé à ce jour, ça on ne peut pas l'enlever, et puis on va faire une nouvelle estimation pour la suite, donc pourquoi pas dire non, on va y arriver, on va cutter budgétairement, puis on va se débrouiller pour arriver au budget initial. Ou peut-être qu'on va avoir un truc comme ça. Enfin voilà, là en fait en gros il n'y a pas de formule mathématique et on fait une nouvelle estimation. Notre écart à l'achèvement, c'est tout simplement le budget initial qu'on avait prévu moins nos nouvelles prévisions. Donc c'est ce delta-là qui va nous donner en fait notre écart budgétaire. Et puis on a un dernier indicateur, c'est l'indice de performance requis, qui a une formule de travail restant sur le budget restant avec, en détail, ça donne ça. L'idée aussi est assez simple, on peut penser que c'est compliqué, mais en fait pas vraiment. L'idée c'est de se dire quel serait le coefficient directeur de ma droite si je voulais rester sur le même budget que j'ai prévu initialement. C'est-à-dire que si je voulais revenir sur mon budget ici, quelle performance de coût je devrais avoir pour pouvoir garantir cette convergence au budget initial. Et donc, ce coefficient directeur, c'est notre indice de performance des coûts qu'on va devoir avoir sur la suite. Et donc, c'est l'indice de performance requis en termes de coûts pour pouvoir garantir de converger vers le budget à l'achèvement. Alors, c'est beaucoup de formules.
Je pense pas qu'il faille les connaître par cœur, mais c'est intéressant de connaître un peu la logique. C'est toujours comme tout, on a des outils après qui nous permettent de le faire. Donc là, vous avez un exercice qui vous permet de manipuler un peu ces formules à travers un projet relativement simple, mais un peu moins linéaire que celui que j'ai donné en exemple. On a dans notre triangle travaillé sur le pilotage des coûts, le pilotage également du planning, donc du temps, et puis on a aussi la partie objectif et surtout qualité. Donc le pilotage de la qualité, c'est de s'assurer que au fur et à mesure où on avance bien dans les bons critères de qualité qu'on attend de notre livrable final. Alors qu'est-ce que la qualité? C'est défini selon l'ISO comme l'ensemble des propriétés et caractéristiques d'un produit ou service qui lui confère l'aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites. Et la négociation de cette qualité, ce qu'on attend en termes de critères qualité, va se faire dans un document, un livrable qu'on attend en début de projet, qu'on appelle un PAQ, un plan d'assurance qualité. Ce plan d'assurance qualité, il va définir les critères négociés de qualité sur le process, comment est-ce qu'on va gérer notre projet. Alors ça va être de bien mettre, je sais pas, des comptes rendus de réunions, de définir aussi des nomenclatures pour gérer les versions des documents. Enfin voilà, c'est assez large en termes de principes qualité pour le projet en lui-même, mais aussi les critères qualité qu'on va attendre en termes de résultats de notre produit, souvent de notre logiciel. Ce qu'il faut savoir, c'est que la non-qualité coûte extrêmement cher en informatique, et en tout d'ailleurs. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas la qualité en compte en amont, ça veut dire que potentiellement, vous allez vous rendre compte de certaines choses plus tard, et de revenir en arrière, de faire de la maintenance, de gérer les réclamations, de gérer les erreurs, de gérer les problèmes d'image, et bien au final ça coûte beaucoup plus cher que de prendre ça en amont et de mettre les efforts nécessaires dans le projet. Ça commence à rentrer dans les esprits, c'est pas encore le cas toujours parce que ça demande des investissements supplémentaires dans le projet, mais c'est des investissements où on est 100% gagnant, parce qu'encore une fois, des bugs a posteriori qui pourraient être détectés une fois que la solution est en production et utilisée par les utilisateurs, et ben ça va être très compliqué à gérer, à reprendre, avec les effets de bord, avec voilà, tout ce qu'on pourrait imaginer. Donc la qualité doit se prendre très sérieusement au début pour essayer de limiter au plus la détection de la non-qualité a posteriori du projet. Donc pour ça, on va étudier deux éléments dans cette section-là. Déjà, étudier à quoi ressemble un plan d'assurance qualité. Et deuxième chose, de regarder aussi une norme qualité logicielle de l'ISO pour voir un peu quels sont les critères qualité qu'on va rencontrer dans cette norme-là. Voilà les deux activités que vous avez sur cette partie pilotage.